Bonsoir à tous, bienvenue dans Sentez-vous bien, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous parlons du diabète. Considéré comme le fléau du siècle, cette pathologie fait des ravages dans le monde. Au Gabon, le service d'endocrinologie du centre hospitalier universitaire de Libreville dédié au traitement de cette pathologie ne cesse de voir le nombre de patients augmenter dans ce service. Dans la première partie de votre émission, nous allons examiner le diabète comme tueur silencieux, du diagnostic aux différents types de diabète, les complications et la prise en charge. En deuxième partie, nous irons en immersion au service d'endocrinologie du CHUL avant de donner la parole au public. Sentez-vous bien ce soir reçoit le docteur Nesta Ziza Ngaïla, médecin endocrinologue, et Madame Oumou Kamara Simaela, nutritionniste spécialisée en maladies métaboliques. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de l'émission de santé. Sentez-vous bien. Alors, docteur, si on vous disait diabète, ça renvoie à quoi? Expliquez-nous. Alors déjà, merci de nous inviter sur ce plateau télé. Alors le diabète est une maladie, lorsqu'on parle de diabète, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on vit toute sa vie. Et c'est une maladie au cours de laquelle notre organisme a du mal à assimiler le sucre, donc à se débarrasser du sucre. Et ce sucre qui s'accumule dans le sang, on parle d'hyperglycémie, et cette hyperglycémie-là sera responsable de certains symptômes. À ce moment-là, on parle de diabète. Alors, le décor est ainsi planté. On va regarder ce premier reportage tourné au sein de vos services par Nancy Pagna et Chris Rodolphe, les Monacs. On regarde. Tueur silencieux, facteur de risque cardiovasculaire et d'amputation, le diabète fait des ravages dans le monde. En 2014, le nombre de personnes atteintes du diabète était de plus de 420 millions. 10 ans plus tard, on a dépassé les 500 millions d'adultes diabétiques dans la tranche de 20 à 79 ans. Les prévisions à l'échelle planétaire sont tout autant alarmantes. Le nombre total d'individus diabétiques devrait tourner autour de 643 millions d'ici 2030 pour atteindre 2 milliards en 2050. Les résultats d'une enquête de 2019 révèlent que les pays les plus touchés sont les grandes puissances économiques. C'est des choses qu'on observe en Chine, dans tous les pays émergents, les pays du BRICS, dans la plupart des pays en voie de développement, mais aussi et maintenant en Afrique noire énormément. La progression est en effet fulgurante en Afrique. En 2021, c'est plus de 24 millions de personnes concernées par le diabète. Ce nombre devrait augmenter pour passer à 55 millions en 2045. Les prévisions ne sont pas plus optimistes sur le plan national. On estime que la population gabonaise était représentée autour de 4-5% il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, on estime à au moins 10% de la population gabonaise diabétique. Et si les courbes ne s'inversent pas, si des programmes de santé publique majeurs ne sont pas implémentés dans la population, nous allons observer une augmentation comme dans tous les pays du monde, on sera autour de 14-15% dans les 30 prochaines années. Un Gabonais sur 10 aujourd'hui présente du diabète. Et on va passer à 1,5, 2 Gabonais sur 10 dans les 20-30 ans qui viennent. Les nouveaux modes de vie favorisent l'augmentation du nombre de diabétiques avec un pourcentage élevé de cas non diagnostiqués. Nous avons conscience que 40-50% des diabétiques s'ignorent. Mais avec ce phénomène de transition épidémiologique, nous sommes un peu plus inquiets parce que même dans le village le plus reculé, l'alimentation est totalement modifiée. C'est-à-dire le petit déjeuner va être très gras, très calorique, avec des boissons sucrées, avec la sédentarité aussi. Donc, tout ça, ça va entraîner une explosion du diabète dans notre pays. Toutes les classes d'âge sont concernées par le diabète au Gabon, avec néanmoins un pic observé chez les plus de 50 ans.
Et une autre tendance regrettable, cette vague d'adolescents et jeunes adultes diabétiques. Alors, docteur, les chiffres sur le diabète sont alarmants. Ils démontrent l'ampleur que prend cette pathologie. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le taux élevé des personnes atteintes du diabète? Alors, ce qui peut justifier cette augmentation exponentielle du nombre de patients diabétiques, premièrement, c'est la modification de nos comportements, c'est-à-dire la modification de notre hygiène de vie avec les comportements alimentaires qui se sont de plus en plus occidentalisés, avec la sédentarité. Très peu de personnes pratiquent l'activité physique, très peu de personnes pratiquent encore la marche, tout le monde est au volant de son véhicule, tout le monde est assis devant une télévision. Toutes ces modifications de comportement sont responsables de l'obésité. Et cette obésité qui, in fine, conduit à la survenue d'un diabète. Alors, Madame Sima, vous qui êtes nutritionniste, on parle d'hygiène alimentaire, de modification de comportement. En quoi est-ce que l'hygiène alimentaire peut justement amener les patients aujourd'hui à être touchés par le diabète? Comme disait docteur Ziza tout à l'heure, effectivement, les gens ne prennent plus le temps de manger correctement. Quand on dit manger correctement, c'est d'abord s'attabler. Avant de s'attabler, faire le repas à la maison. Faire le repas à la maison, préparer chez soi, s'attabler, manger en famille et favoriser les aliments riches en légumes. Donc, ce que nous constatons, beaucoup de personnes, pour des raisons professionnelles ou autres, n'ont pas le temps de manger chez eux. Donc, la chose la plus facile à faire, c'est de manger à l'extérieur. Or, à l'extérieur, on ne sait toujours pas ce qu'on mange correct, ce qu'il y a dans les aliments. Et cela peut avoir des conséquences énormes sur la santé des populations. Si tous les jours, on passe notre temps à manger des Nike, des bananes grillées ou du tchèp, et ce n'est pas en petite quantité, c'est en grande quantité avec toute l'huile qu'il y a, et en plus on reste sédentaire, forcément on va arriver au diabète. En gros, il faut faire attention à ce qu'on mange hors de notre maison, c'est cela? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, docteur, comment diagnostiquer le diabète? Alors, le diagnostic du diabète se fait, comme je disais, sur la prise d'une glycémie. Donc, on va doser le taux de sucre dans le sang et on va se rendre compte que ce taux de sucre est élevé. Et pour doser le taux de sucre dans le sang, on a plusieurs méthodes. On a la glycémie que l'on peut faire au doigt, d'accord, la glycémie capillaire. On a le dosage veineux du taux de sucre. Et ça peut se faire même dans les centres de santé. Aujourd'hui, on parle du diabète qui est héréditaire. Est-ce que vous, qui êtes médecin, vous partagez cet avis? À cette question, il faut dire qu'on a plusieurs types de diabète. Dans le diabète de type 2, justement le type de diabète le plus fréquent, on a une notion d'hérédité familiale de diabète. Donc, un enfant qui a son père et sa mère diabétiques a plus de risques de faire du diabète que quelqu'un qui n'a pas d'antécédent de diabète dans sa famille. Donc effectivement, on a cette note de diabète dans la famille, mais aussi même dans le diabète de type 1, on a une notion de diabète génétique, d'accord? Et là, on peut retrouver effectivement cette transmission du diabète. Alors, cette question nous amène justement à regarder ce reportage sur le diabète de type 2 qui a été tourné toujours dans vos services par nos reporters Daniel Bouka et Rapona. Maladie qui se développe dans l'ombre, le diabète se caractérise par un taux de sucre trop élevé dans le sang. Ainsi, on distingue plusieurs types de diabète, tels que le diabète de type 1.
Le diabète de type 1, c'est ce diabète-là qui survient chez le jeune. Mais pas que chez le jeune, et même il y a certains adultes jeunes qui vont présenter un diabète de type 1. Diabète de type 1, c'est celui qui traduit en fait une carence complète en insuline. Ça veut dire que votre pancréas est détruit quasiment à 95, 98, voire 100%. Vous avez besoin d'insuline pour vivre au quotidien. C'est un diabète qui survient chez l'enfant, chez l'adulte, avec un pic autour de 14 ans. Cette pathologie aux symptômes parfois très insidieux touche toutes les tranches d'âge. Seulement 92% des cas sont atteints du diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est ce diabète qui est dit le diabète du sujet âgé, le diabète d'un âge mûr. Il survient généralement au-delà de 35 ans dans un contexte bien particulier. Le contexte, c'est lequel? C'est la sédentarité. Nous ne faisons plus de sport, tout le monde est devant la télé, tout le monde mange du pop-corn assis, tout le monde est en voiture, les gens ne marchent plus. C'est ce diabète donc qui survient dans un contexte d'obésité. Quand on regarde de plus en plus, on se rend compte que tiens, la population prend du poids. Tout le monde veut prendre du poids, alors que la prise de poids n'est pas forcément un avantage. C'est certainement un facteur très délétère. C'est un diabète qui survient dans un contexte d'alimentation non équilibrée, des repas riches en graisse, des repas riches en sucre, riches en féculents. Le diabète n'épargne pas la femme enceinte. Durant la période de grossesse survient le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est ce diabète qui survient qu'on dépiste la première fois au cours d'une grossesse. Voilà une femme qui n'avait pas d'antécédents particuliers parce qu'elle est tombée enceinte, parce qu'elle a contracté une grossesse, mais au décours de son bilan prénatal, on va découvrir chez elle une hyperglycémie. Et cette hyperglycémie évolue en deux phases. Soit qu'elle persiste après l'accouchement, soit qu'elle va régresser après l'accouchement. Et donc, en fait, pour cette patiente, j'étais diabétique alors que j'étais enceinte et aujourd'hui, je suis guérie. Mais c'est vraiment un phénomène qui est naturel. C'est un diabète qui est consécutif, en fait, aux hormones en rapport avec la grossesse. L'obésité constitue une cause du diabète encore appelé diabète modéré. Il y a le troisième groupe, le grand groupe, c'est ce diabète, ce groupe en fait qui sert de fourre-tout. Fourre-tout, c'est-à-dire ce sont des diabètes qui sont médicamenteux, donc qui sont secondaires à une prise médicamenteuse. Prise médicamenteuse, à savoir par exemple les corticoïdes et même l'usage des dermocorticoïdes pour toutes nos sœurs, tous nos frères qui se dépigmentent la peau parce que tout le monde veut entre griffes glosser, voilà, donc veut brunir. Et les corticoïdes sont vraiment des produits qui sont susceptibles de donner des diabètes. Il y a certains antihypertenseurs. Il y a des diabètes qui sont secondaires à certaines maladies, autres maladies endocriniennes, telles que l'hyperthyroïdie, telles que les maladies de la surrénale. Et donc comme ça, il y a ce gros fourre-tout. Même si les diabètes fréquents sont de type 1 et 2, cette maladie chronique peut être contrôlée si et seulement si les dispositions sont prises à temps pour prévenir toute complication. Docteur, après avoir regardé ce reportage sur les différents types de diabète, on constate que le diabète, le type 1 et le type 2, ce sont ces deux types de diabète qui reviennent à chaque fois. Alors, déjà, si on doit parler de type de diabète, on en a plusieurs. On n'a pas seulement le diabète de type 1, le diabète de type 2. On a le diabète de type 2 qui est le plus fréquent, qui représente 90% des types de diabète. On a le diabète de type 1 qui est à peu près autour de un peu moins de 10%. Et on a le diabète gestationnel, c'est-à-dire ce diabète qui va survenir pour la première fois au cours de la grossesse. Et on a d'autres types de diabète. On parle de diabète spécifique ou de diabète secondaire. Donc, en parlant du diabète de type 2, effectivement, c'est le type le plus fréquent. C'est pour ça qu'on en parle le plus. C'est aussi le diabète. C'est aussi le diabète pour lequel on peut avoir quand même une maîtrise, c'est-à-dire en termes de prévention.
D'accord? Parce que ce diabète, il sera lié non seulement à la notion d'hérédité familiale, mais aussi on a tous les facteurs environnementaux sur lesquels on peut agir. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure d'obésité, on parlait tout à l'heure de sédentarité, on parlait tout à l'heure d'alimentation. Donc ça, ce sont des facteurs qui vont favoriser la survenue de ce type de diabète et sur lesquels on peut agir. Comme, Docteur, on a envie de comprendre. Lorsqu'on peut agir, est-ce que ça veut dire que le diabète de type 2 peut être maîtrisé? Le diabète de type 2 peut être prévenu. Je veux dire ça. Ça veut dire que lorsqu'on a déjà dans sa famille une notion d'hérédité, donc on a un papa ou une maman ou même les deux parents qui sont diabétiques, on sait que on est à risque de faire un diabète. Le diabète de type 2 s'accompagne de plusieurs complications et ce sont des complications qui sont redoutables, d'accord, qui ont un impact sur la qualité de vie, d'accord, et ce sont ces complications-là qui font justement la dangerosité du diabète de type 2. Madame Sima, Oui. lorsque on souffre d'un diabète gestationnel, comment cette femme enceinte s'alimente? Comment se fait son alimentation? Alors, c'est simple, on va dire. Il faut déjà aller sur une alimentation saine et équilibrée. Alors, c'est quoi une alimentation saine et équilibrée? Je vais prendre l'exemple sur une assiette, d'accord? Sur une assiette, on divise l'assiette en 4, d'accord? La moitié de l'assiette va être composée que de légumes. Et ensuite, il va rester l'autre moitié de l'assiette qu'on va diviser en 2. Donc, un quart de l'assiette doit contenir des féculents, ce que nous on appelle communément les accompagnements, d'accord? Donc, le riz, le manioc, la banane, etc. Et l'autre quart va contenir de la viande, donc soit de la viande ou du poisson ou des œufs. Alors, c'est ça l'assiette équilibrée. Mais on remarque malheureusement que quand on est enceinte, on se dit que comme je porte un enfant, je dois manger doublement. Donc ça, c'est faux en fait. Ce qu'on recherche dans l'alimentation, c'est effectivement d'être rassasié et de ne pas se dire on va manger 2 fois parce qu'on porte un enfant. Où je voudrais aussi insister, c'est que au niveau des féculents, il faudrait faire attention, tout ce qui est accompagnement. Parce que ce sont des aliments qui contiennent du sucre, beaucoup de sucre. Mais les gens ne le savent pas parce qu'ils se disent qu'au goût, ce n'est pas sucré. Quand on va prendre du manioc, on va le manger. Le manioc, il n'est pas sucré. Donc, on a du mal à comprendre qu'il y a du sucre. D'autres personnes vont se dire que c'est du sucre lent, donc je dois manger beaucoup. Non. Est-ce que ça veut dire qu'en gros, il faut éviter du sucre? Attention, il y a sucre et sucre, parce qu'on a besoin du sucre quand même pour vaquer à nos occupations quotidiennes. On a besoin du sucre. Maintenant, il y a différents sucres, d'accord? Il y a ce qu'on appelle des sucres lents, des sucres lents qu'on trouve dans les accompagnements. Et le sucre rapide, comme je vous ai dit tantôt, tout ce qui est soda, boisson sucrée, quoi d'autre, confiture, voilà. À présent, nous allons repartir en images pour dire que le diabète, les blessures et autres lésions ne font pas bon ménage. Le fait déjà d'être diabétique et de contracter une blessure peut être dangereux pour la personne atteinte du diabète. On regarde dans ce reportage de Nancy Pagna et Chris Rodolphe Lebona. Oui, c'est le même furoncle là qui m'ont sorti au pied là-bas. D'accord. Oui. Et donc là, pour que ça s'ouvre, c'est vous-même qui avez coupé ou oui, c'est moi. Bon, moi, j'ai croyais que c'était juste comme ça. J'ai essayé de percer moi-même. D'accord. Et du coup, je trouve que ça ne guérit pas. Un orteil qui s'enfle, une petite blessure, une mycose, le tout parfois sans douleur. Chez le diabétique, même la plaie la plus superficielle peut devenir très dangereuse. Ce n'est pas la fatalité. Ce ne sont pas tous les diabétiques qui auront des problèmes de pied. Mais les diabétiques qui ne sont pas suivis vont être très exposés à des problèmes du pied chez eux.
Quels sont ces problèmes? Premièrement, donc, il y a l'anatomie elle-même du pied va faire que au niveau du pied, les artères, les veines sont plus fragiles, sont plus sensibles, donc vont se détériorer plus rapidement. Et le diabète, lui aussi, va entraîner une détérioration plus rapide de ces artères. Donc la conjonction des deux facteurs va faire que le pied du diabétique va devenir souvent insensible, c'est-à-dire il va se blesser, le diabétique, et il ne sentira pas de douleur, et il ne saura même pas qu'il s'est blessé. Complication redoutable du diabète, le pied diabétique conduit dans certains cas à l'amputation. C'est pourquoi la prévention joue un rôle important chez le patient diabétique. Lorsque arrive un agent pathogène par une plaie, par l'accident de pellicule, par un ongle incarné, par les mycoses des pieds, donc ce sont des portes d'entrée qui vont amener donc ce qu'on appelle entre guillemets le pied diabétique avec dans son côté infection, et une infection qui va aggraver le diabète. Et le diabète lui-même mal équilibré va aggraver l'infection. Donc on rentre dans un cercle vicieux qui va nous amener très rapidement à la gangrène et à la sanction qui est l'amputation. Donc il faut examiner ses pieds régulièrement chez le diabétique. Attention aux soins de pellicule. Il faut le faire faire par un professionnel lorsqu'on est diabétique. Il faut avoir un diabète bien équilibré, bien suivi. C'est très important parce que plus le diabète est ancien, plus le risque augmente. Et lorsqu'on a le moindre souci, la moindre plaie, le moindre champignon, il faut consulter en urgence. Des pieds fragiles dont il faut prendre soin minutieusement afin d'éviter une plus grande complication. Souvent, il faut faire des soins matin et soir. Il faut soigner la plaie parce que ça suppure beaucoup. Donc plus on soigne, et plus vite viendra la guérison. L'hospitalisation est indispensable, incontournable, avec un traitement lourd aussi sur le plan de l'antibiothérapie. Il faut plusieurs antibiotiques, plusieurs pansements, et ça mobilise le corps médical, et ça immobilise le patient qui va rester à l'hôpital 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois souvent, pour pouvoir obtenir réparation. Malheureusement, il arrive que le résultat ne soit pas positif. Nombreux, arrivés tardivement, ne cicatrisent pas, au grand regret du corps médical. Il y a une étape où l'infection va partir du pied, prendre la jambe, remonter dans les organes nobles, le rein, le foie, le cerveau, et donc là, la vie du patient est en danger. Nous devons prendre une décision. La décision n'est pas facile, mais c'est le patient à dernier ressort qui prend la décision parce qu'il s'agit d'un acte opératoire. L'amputation, c'est pas facile. Le corps médical expose les faits et présente au patient et à la famille tous les dangers liés au retard. Hors accident, le diabète est la principale cause d'amputation des membres inférieurs dans le monde. La prise en charge du pied diabétique s'améliore certes, mais le taux d'amputation évitable est encore trop élevé. Perdre ses orteils, son pied, voire sa jambe est une hantise pour le diabétique, mais pas une fatalité. Docteur, alors à travers ce reportage, on constate que les conséquences sont désastreuses et là, la situation se complique un peu pour les personnes atteintes du diabète. On a là le pied diabétique, on l'a vu en image, les pieds très touchés par une lésion, une blessure qui a provoqué justement des conséquences désastreuses. À quel moment justement le diabète se complique chez le patient? Alors, tout à l'heure, on parlait effectivement des complications du diabète. Et là, on sera beaucoup plus, comme on disait, dans le diabète de type 2. Donc, le pied diabétique est une complication du diabète de type 2 qui survient lorsqu'on a déjà une atteinte du pied. Donc, avant même qu'on ait une plaie, on a d'abord une atteinte du pied, une atteinte des artères du pied à cause du diabète, une atteinte des nerfs, d'accord, les nerfs qui sont aux parties distales du pied et ensuite, la blessure ne va constituer que l'atteinte infectieuse, donc
l'infection du pied. Donc, le pied diabétique, c'est ces trois entités, donc la neuropathie, l'artériopathie et ensuite la plaie. Effectivement, du fait de la neuropathie, le patient diabétique, en général, il ne sent pas. Il a du mal, du moins aux extrémités de ses pieds, à faire la différence entre le chaud et le froid. D'accord? Pour certains, ils ont l'impression d'avoir tout le temps des crampes, d'avoir comme un engourdissement des pieds, ce qui fait que lorsque survient la plaie, parfois le patient, il ne sait pas qu'il a une plaie. Le commun des mortels pense que lorsque j'ai une plaie, c'est une physio nocturne. Lorsqu'on a un diabète, qui plus est un diabète qui n'est pas bien équilibré ou qui n'est pas correctement suivi, dès qu'on a une plaie, cette plaie est susceptible d'évoluer vers une gangrène, donc une grosse blessure qui va peut-être nécessiter une amputation. Vous qui êtes au quotidien en contact avec les diabétiques, est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir quand même des patients qui arrivent avec des blessures déjà très infectées, qui arrivent en consultation en retard, du genre au niveau de l'hôpital, qui vous mettent en difficulté, en fait, qu'il n'y a plus grand-chose à faire pour sauver ce patient? Oui, ça c'est notre quotidien. Parce que lorsque la plaie survient, en général, les malades que nous recevons, ce sont des malades qui ont traîné, qui sont passés chez des tradipraticiens, comme je disais, en pensant qu'il s'agit d'un physio nocturne. Et en général, il y a des scarifications qui sont faites. Ces scarifications-là constituent encore des portes d'entrée des bactéries, donc qui vont aggraver l'infection. Et lorsqu'on vient, parce qu'il faut dire que lorsqu'on a un pied diabétique, au début, l'infection, elle est localisée au niveau du pied, mais après, le risque, c'est que cette infection se propage dans tout l'organisme et c'est là où le tableau devient complexe. Et en général, c'est à ce moment que l'on reçoit les patients qui arrivent à des stades très avancés et on fait de notre mieux, pour effectivement essayer de rattraper les choses. Mais vraiment, s'il y avait quelque chose à dire à nos patients, dès qu'il y a une plaie, il faut consulter, ne pas attendre, ne pas aller chez les tradipraticiens, ne pas faire la chirurgie à la maison, c'est-à-dire enlever un peu tout autour, faire des pansements soi-même, parce que effectivement, à ce moment-là, on peut encore essayer de garder l'infection localisée, de faire tout ce qu'on peut. Mais lorsque ça tarde, ils arrivent et on peut avoir déjà l'infection qui s'est généralisée. À ce moment-là, on parle de septicémie et ça inclut maintenant d'autres organes qui peuvent souffrir du fait de l'infection. Madame Sima, oui. Dans la prise en charge du diabétique, on parle des règles d'hygiène diététique. Alors, dites-nous, quel peut être le régime alimentaire d'un diabétique? Alors, je vais vous dire tout de suite, je n'aime pas le mot régime diabétique. Dans le diabète, il n'y a pas de régime. Un diabétique peut manger de tout, mais à petite quantité. Et à quel moment il doit manger, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir ici, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'assiette équilibrée, d'accord? Ce qui est très important, je vais réitérer encore une fois, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, la moitié de l'assiette en légumes, d'accord? Le folon, les épinards, ce qu'on veut, ce qu'on a l'habitude de manger, le koumou, voilà, les produits de chez nous, d'accord? L'autre moitié divisée en deux, donc un quart, je vous ai déjà dit, ça va être les féculents et l'autre quart, ça va être la viande, le poisson ou les œufs. Donc, pour ce qui est des féculents, si c'est le manioc, le long bâton de manioc, vous coupez en 3, vous prenez juste un tiers. Alors, si c'est la banane plantain, vous allez prendre un seul doigt moyen de banane plantain, de préférence la verte ou la semi-mûre. Et si c'est du riz, vous pouvez prendre 4 à 6 cuillères à soupe de riz. Bon, après, je ne vais pas tout vous citer, hein. Je vous cite juste l'essentiel des féculents qu'on a l'habitude de manger. Alors, ceci étant, on a bien composé notre assiette comme ça. Ensuite, on veut prendre un fruit. Parce que ça aussi, on entend souvent, je suis diabétique, je ne peux pas manger de fruits.
si vous pouvez manger un fruit, mais le fruit, vous devez le prendre en dessert, c'est-à-dire juste après le repas, d'accord? Tout simplement parce que déjà, le fruit, il est sucré. Hein? Dans une orange, on a 20 grammes de sucre. Et comme au préalable, vous avez mangé vos légumes, d'accord? Les légumes sont riches en fibres. Donc, ce sont ces légumes qui permettent de rééquilibrer la glycémie. Donc, le sucre qui va contenir dans l'orange, lorsqu'il va aller dans l'estomac, il va être métabolisé au même titre que les légumes. Admettons que vous ne prenez pas de légumes. Si vous prenez que de la viande et du riz ou bien de la viande et du manioc, par exemple, et qu'en plus de cela, vous ajoutez votre orange, et bien là, il n'y a aucun doute, la glycémie va exploser. Vous auriez une hyperglycémie, d'accord? Tout simplement parce que vous avez plus favorisé des aliments sucrés, même si c'est du sucre lent hein, pour le manioc ou le riz, ça reste quand même du sucre. Alors, est-ce qu'il est possible de répéter le même repas chez le diabétique, c'est-à-dire j'ai mangé le poulet à midi, le soir, je mange encore le même poulet avec de la banane. Est-ce que c'est possible de répéter le même repas? Écoute, c'est une question que je reçois tout le temps. Alors, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que du moment que vous respectez l'équilibre de cette assiette, alors vous faites avec ce que vous avez. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir cette variété-là. C'est-à-dire si le matin à midi, je mange du poulet, le soir, je vais manger du poisson, ou bien le lendemain, je vais manger des œufs. Il y a des gens qui n'arrivent pas à respecter ça parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ils vont pas aller s'endetter pour manger comme ça. Il faut juste respecter l'assiette. Alors, si c'est le poulet que j'ai aujourd'hui, eh ben, je mange du poulet. Demain, si c'est du poisson, je mange du poulet. Seulement, on fait tout ça en respectant les quantités qui ont été données lors des consultations ou lors de l'atelier nutritionnel, par exemple, dans le service d'endocrinologie. Merci beaucoup. Alors, à présent, nous allons partir au service endocrinologie du CHUL où Nancy Pagna, Chris Rodolphe, Relais Bonda et Ropona ont fait une immersion guidée par le docteur Daniela Ntsam. On regarde. Bonjour monsieur. C'est pour un tournage au service d'endocrino? D'accord. Mais venez avec moi. Bonjour monsieur. Je vais vous faire visiter le service. Nous allons à la découverte donc, du service d'endocrino. Service d'endocrinologie. Nous avons tendance à appeler endocrino. En fait, on coupe. Alors, le service d'endocrino commence par cette unité. C'est l'unité 6 qui a la même capacité litière hein, dans tout le bâtiment. C'est un service d'une capacité litière de 25 lits, mais à cause donc de problèmes d'infrastructure, aujourd'hui nous avons 23 lits qui sont fonctionnels. C'est un service qui a 3 chambres VIP, donc chambre à 1 lit, et le reste des chambres, ce sont des chambres à 2 lits. Donc ici nous avons le comptoir, c'est le site de travail des infirmières, des internes. C'est ici, en fait, lorsque les malades arrivent, qu'ils sont reçus. Ils sont reçus ici, ils remettent les courriers, ils remettent les billets d'hospitalisation. Et aussi, lorsqu'un parent de malade a besoin d'un renseignement, c'est normalement le front office. Hein. C'est à partir de là que commence l'activité, la prise en charge de ces malades-là. Et donc ici, nous avons, il y a cette image que nous aimons bien, que nous avons tournée le 14 novembre dernier, 2023. Il y a la gouttelette de sang qui est pleine de sucre et il y a le service d'endocrinologie qui est autour pour dire non au diabète. Donc ici, vous avez les majors, donc le bureau des majors. Les majors, en fait, c'est le personnel administratif qui me seconde. C'est le personnel qui gère les infirmières et qui font toute l'administration en rapport avec toutes les admissions, les sorties des malades.
Parce qu'en fait, c'est un gros travail, c'est une grosse activité qui se déroule dans ce petit bureau pour la gestion des malades, pour le remplissage de tous les billets de la CNAM GS, pour que l'hôpital soit payé. Bonjour Mado, comment vas-tu? Ah Mado, tu n'as pas voulu tourner avec nous. Madeleine, c'est une infirmière assistante, c'est notre infirmière assistante qui est très dynamique. Elle travaille ici dans ce service. Avec nous, ça va faire combien d'années? On est à 4 ans déjà et elle s'adonne, elle aime ce qu'elle fait. Voilà. Donc il y a la salle d'attente, là c'est une salle de soins. En fait, c'est la salle de soins, c'est ici que sont installés les malades, les chariots, les infirmières les prennent en charge ici. Là vous avez Madame Boumzengi avec donc 2 stagiaires pour la prise en charge de ces patients-là. Et donc l'activité quotidienne ici le matin, lorsqu'on arrive, c'est déjà le staff. Tout à l'heure, vous avez eu l'occasion de rencontrer les internes dans la salle de réunion. Le staff pour nous, c'est le rendu de la garde, le rendu de la veille, de l'activité de la journée de la veille. Et ce staff-là, en fait, nous permet également de corriger, de rectifier les prises en charge. Et la journée de mercredi, par exemple, c'est une journée qui est complètement dédiée à l'activité universitaire. Parce que nous avons des étudiants qui sont de niveau 3e année médecine, 4e année médecine et les internes. Et au cours de ces journées-là, de cette journée de mercredi essentiellement, nous passons en revue quelques sujets, quelques thématiques d'enseignement. Et puis ici, nous avons donc cette unité, l'unité 7, qui en fait prend tous les malades qui sont infectés, qui présentent des infections de la peau, notamment des infections du pied, de la main, du dos. Les infirmières au chevet des malades, comme vous voyez, les pansements, les antibiotiques, la réhydratation, l'éducation thérapeutique, notamment l'éducation sur les injections. Ici, une journée pour un infirmier. Il est question ici, on fait des pansements quand l'équipe arrive le matin, parce que l'équipe qui a dormi, qui a passé la garde, c'est elle qui fait les premiers soins le matin. Et à partir de 10h, 9h-10h, on fait les pansements. À la suite, à 13h, on fait les contrôles de glycémie. Et le soir à 18h, c'est la même chose. On a quand même de longues journées. De toute façon, on commence le travail à 8h et on termine autour de 17h30, 18h. On a des patients qui viennent avec leurs membres et puis qui sortent de là amputés. C'est triste, c'est le côté vraiment pathétique. Bon, le côté où le personnel, nous nous en réjouissons, c'est que ces patients-là, quand ils sortent du service, il y en a qui en sortent sans être amputés. On a résolu leurs problèmes de pieds, les pieds diabétiques, les plaies ont été traitées, pris en charge et ils en sortent debout. Ça, c'est le côté vraiment qui nous fait plaisir. En tant que major du service, pour la prise en charge des malades diabétiques, les malades diabétiques sont d'abord classés en deux catégories. Ceux des pieds diabétiques et les non-pieds diabétiques, les pieds diabétiques appelés septiques. Donc, pour ça, nous avons 2 ailes, 2 paliers. Le palier 7, c'est pour les pieds diabétiques et le palier 6 pour les déséquilibres simples accompagnés des acidocétoses. Quand le malade arrive dans le service, on l'installe d'abord parce que ce sont les malades qui se sentent mal, on l'attribue un lit. On prend les paramètres. Si c'est un cas de pied diabétique, on fait le pansement chez le malade. Et si le chirurgien doit voir le malade, les médecins vont appeler leurs collègues médecins pour la prise en charge correcte du pied diabétique. Frédéric Nancy Pagna nous a rejoint sur le plateau de Sentez-vous bien. Nancy, bonsoir. Bonsoir Léa. Alors, vous avez passé toute une journée au service d'endocrinologie. Vous avez fait le tour du propriétaire
accompagné du docteur Daniela Ansam. Dites-nous comment sont les journées dans ce service. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée? Alors, une journée au service endocrinologie, on remarque tout de suite le nombre élevé de consultations et d'hospitalisations. Mais on est surtout marqué par les plaies chez le diabétique. Personnellement, c'est ce qui m'a marqué. Bon, ce qu'on remarque, c'est qu'avec l'augmentation grandissante du nombre de cas diabétiques, c'est un service qui est beaucoup sollicité. Le premier constat, c'est justement cette forte demande et cette faible capacité d'accueil. Comme nous le dit la major dans le reportage, il y a toujours beaucoup plus de patients, le balai est incessant, c'est une journée toujours pleine. Autre chose qu'on ne montre pas dans le reportage et qui m'a moi beaucoup marqué, c'est que derrière cette porte, on a un personnel qui est hyper occupé. J'ai même envie de dire que c'est un personnel qui est débordé. Surtout dans le service où sont traitées les plaies chez le diabétique. C'est donc une journée bien remplie, mais au-delà des plaies, des majors, des infirmiers, des médecins que vous avez rencontrés, vous êtes allé également fouiller dans les archives de ce service. Il n'y a pas eu beaucoup d'études au Gabon ces dernières années, mais il y a des données passées, mais c'est sans exagération, les chiffres sont vraiment alarmants. Ici au Gabon comme ailleurs, il y a un nombre grandissant sans cesse, un nombre élevé de malades. Je pense que le souci majeur, c'est surtout le nombre de malades non diagnostiqués. Et il y a des chiffres, un chiffre qui est très parlant, par exemple, 50% de malades atteints du diabète ne connaissent pas leur statut. Et derrière ce chiffre, on a aussi que 90% de personnes atteintes non diagnostiquées du diabète vivent dans les pays à faible revenu ou bien à revenu intermédiaire comme le Gabon. Alors la question que je me pose, pourquoi on se retrouve avec un nombre si important de malades non diagnostiqués? Docteur Nancy vous l'a dit, elle a sculpté toutes les entrées et sorties de vos services. Comment expliquer que chaque jour, il y ait à chaque fois des gens qui arrivent avec des plaies et des blessures? Parce que c'est le service qui a le plus marqué Nancy. On a fait un constat qu'il y a un taux élevé des personnes qui ont des lésions dans vos services. C'est dû à quoi? D'une part, comme on disait, c'est d'abord le fait que la prise en charge est faite en retard du fait soit de l'errance des malades, d'accord, ou encore de l'ignorance des malades. Et aussi, il y a l'éducation thérapeutique. Parce que effectivement, comme Madame Pagna nous a dit, le service de consultation, en général, en moyenne, par consultation, on peut recevoir 20 patients. Et pendant ces consultations, sur 20 patients, il n'y a pas moyen, du moins, de faire une éducation thérapeutique à proprement parler. Donc, on organise des séances d'éducation thérapeutique pour les malades parce que c'est lors de ces séances d'éducation thérapeutique que les malades auront plus d'informations sur leur maladie. Parmi les 10 commandements du pédiabétique, un malade diabétique ne devrait pas marcher pieds nus sur une plage. Par exemple, qu'un malade diabétique devrait porter des chaussures à une pointure au-dessus que sa pointure. Qu'un malade diabétique ne devrait pas tremper les pieds dans le chaud ou le froid. Ça, ce sont des informations que l'on délivre aux malades lors du suivi, lors des séances d'éducation thérapeutique. Mais comment se passe la prise en charge chez le diabétique? Alors, tout dépend du moyen de dépistage. Lorsqu'on vous diagnostique diabétique, on a des patients qui nous sont référés par des médecins généralistes, on a des patients qui nous sont référés par d'autres spécialistes. Lorsque le malade vient, que ce soit en consultation ou en hospitalisation, on initie un traitement après avoir fait un peu le point de la situation, après avoir fait le bilan, on initie un traitement antidiabétique et on revoit ce malade ultérieurement. En général, chez les patients qu'on découvre nouvellement, donc les patients qu'on hospitalise par exemple, à la sortie de l'hospitalisation, il est revu par un médecin dans les 15 jours. Ensuite, en fonction de l'évolution et de l'adaptation, comment le malade s'adapte à sa maladie dans son milieu après la sortie de l'hospitalisation, on revoit le malade
un mois plus tard. Lorsque le patient a plus ou moins toutes les informations ou les outils pour se prendre en charge, le suivi se fait de manière trimestrielle. Donc, chaque 3 mois, les patients, sous rendez-vous ou pas, on voit les malades dans nos services de consultation. Et lorsqu'on est face à une complication, si c'est nécessaire, donc lors de nos consultations, on réhospitalise le malade. Si on se rend compte que le patient n'a pas cerné certaines notions de sa maladie et qui ont un impact négatif sur son vécu avec la maladie, on le réhospitalise pour faire des séances d'éducation thérapeutique et ou encore pour réadapter le traitement si jamais celui-ci n'est plus adapté au malade. Alors, nous allons passer à la rubrique questions du public. Docteur, le principe dans cette rubrique, ce sont les téléspectateurs qui vous posent des questions et vous répondez à leurs questions. Cette semaine, on a 2 téléspectateurs qui vous ont posé des questions. On regarde. Bonjour docteur, je suis Nzamba Jolidas Amour. Ma question est celle-ci. Le diabète, est-ce que réellement c'est une maladie comme les autres? Et beaucoup des Gabonais comme nous, lambda, ne connaissent pas réellement qu'est-ce que c'est le diabète. Sauf quand ils vont à l'hôpital, ils sont parfois surpris. Oui, le diabète, c'est une maladie comme toutes les autres. La particularité du diabète, c'est que c'est une maladie chronique. Donc, c'est une maladie avec laquelle on vit tous les jours de sa vie. Une maladie avec laquelle on adapte un peu son hygiène de vie, donc son alimentation, etc. Mais c'est une maladie comme toutes les autres. On peut vivre 100 ans avec le diabète. Tout dépend de l'hygiène qu'on s'est imposée. Et pour ne pas être surpris, vraiment, nous invitons toute la population à se dépister, à se faire dépister. Bonjour madame, je m'appelle Thierry-Lise Makanga et j'ai une question concernant le diabète. Alors j'aimerais savoir dans un premier temps quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on a ici au Gabon pour les patients souffrant de diabète. Est-ce qu'il y a aussi des campagnes de sensibilisation? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas exactement de quel type de diabète ils souffrent. Docteur, la réponse à cette deuxième question, on vous écoute. Bien, comme mesure d'accompagnement pour les patients diabétiques, on a la CNAMGS, donc la Caisse nationale d'assurance de maladie et garantie sociale, qui, dans sa politique, a quand même pris certains médicaments antidiabétiques avec la prise en charge des affections à longue durée, donc qui réduisent le coût des médicaments des diabétiques. Et puis, comme autre mesure, on a tous ces moyens qu'on a dans notre service, donc le soutien psychologique des malades, la prise en charge nutritionnelle, parce que c'est vraiment une question. Le malade, quand on lui dit qu'il est diabétique, la première chose, c'est « mais docteur, je vais mourir ». Non, monsieur, vous n'allez pas mourir. Le diabète, on prend les traitements, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est tout d'abord l'alimentation, l'activité physique et après les médicaments. Lorsqu'on aborde la question de l'alimentation, mais docteur, ça veut dire que je ne vais plus rien manger. Donc il y a tous ces contours-là pour lesquels on a des nutritionnistes, on a des psychologues, on a des podologues pour effectivement repousser au maximum les complications qui peuvent survenir lors du diabète. Madame Sima, vous qui êtes nutritionniste, quels sont les quelques conseils que vous pouvez donner aux patients diabétiques? Alors, comme je disais tout à l'heure, je disais que j'aime pas le mot régime, parce que quand on dit régime, on dit restriction. Et quand on dit restriction, on dit frustration. Et quand on dit frustration, eh ben, ça termine par il faut bien mourir de quelque chose. D'accord? Donc, nous, on veut éviter cela. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit très bien avec le diabète. Sur le plan alimentaire,
nous, en tant que nutritionnistes, on s'adapte à l'alimentation du patient. Docteur, quels sont vos conseils pratiques pour prévenir le diabète? Alors, pour prévenir le diabète, Madame Oumou l'a déjà signalé, c'est l'hygiène de vie, c'est faire du sport, c'est avoir une alimentation équilibrée, mais surtout se faire dépister. C'est très important, se faire dépister. Et une fois qu'on est diagnostiqué diabétique, faire correctement son suivi de diabétologie parce que le diabète entraîne des complications, des AVC, d'accord, des crises cardiaques, infarctus du myocarde qu'on appelle dans notre jargon les crises cardiaques, les insuffisances rénales, la cécité, ce sont des complications du diabète. Donc lorsqu'on est diabétique, il faut se faire suivre régulièrement par son médecin et appliquer les conseils qui sont donnés à l'hôpital. Merci, docteur Nesta Zizangaïla. Vous êtes médecin endocrinologue et madame Oumou Kamara Simaïla, nutritionniste spécialisée en maladies métaboliques. Merci au service d'endocrinologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville, cette structure qui nous offre ce cadre pour votre émission Sentez-vous bien. Merci au ministère de la Santé et à la direction générale du CHUL qui nous accompagne dans ce programme de santé. Restez en bonne santé car la santé vaut mieux que la vie. Nancy, merci pour cette belle immersion au service endocrinologie. À très bientôt. À très bientôt pour un autre numéro. À très bientôt pour un autre numéro de Sentez-vous bien, votre émission qui vous rend acteur de votre santé.